Chers amis de TV Liberté, bienvenue dans cette nouvelle édition des Idées à l'endroit, l'émission des idées. Nous avions évoqué lors d'une précédente émission, lors de notre dernière émission, le clivage droite-gauche. Cher Alain de Benoît, nous allons évoquer aujourd'hui un sujet qui fait parfois polémique, le communautarisme. Je vous laisse la parole, cher Alain de Benoît. C'est un sujet polémique, effectivement. Nous avions également, dans le passé, consacré une émission au populisme. Le point commun entre le populisme et le communautarisme, c'est que ce sont des mots maltraités, employés généralement de façon péjorative et qui sont devenus un peu un attrape-tout. Alors, pour citer après bien d'autres ce que disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Nous allons essayer de bien nommer les choses en ouvrant une discussion sur cette question si controversée du communautarisme. Avant de le faire, il faut peut-être, en préambule, rappeler que dans communautarisme, il y a évidemment communauté, et l'historien des idées sait bien que la notion de communauté est intervenue très tôt dans l'histoire, depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, et jusqu'au temps moderne, l'idée même de communitas a joué un rôle très important dans l'histoire des idées. Plus récemment, je ne prendrai qu'une date, parce que sans cela, l'émission n'y suffirait pas. 1897, en 1897, le grand sociologue allemand Ferdinand Tönnies, qui est de la même génération que d'autres grands sociologues allemands comme Georg Simmel ou Max Weber, publie un livre intitulé Gemeinschaft und Gesellschaft, c'est-à-dire communauté et société. Et dans ce livre, qui va connaître beaucoup de succès à partir de sa réédition de 1912, Ferdinand Tönnies dresse un inventaire et oppose terme à terme ces deux notions de communauté et de société. Et on voit déjà dans l'analyse qu'il fait apparaître cette opposition entre le monde moderne qui serait caractérisé par le modèle de la société et les sociétés plus organiques, plus traditionnelles, qui resteraient ordonnées à l'idée de communauté. Je rappelle cela juste pour donner un repère historique. J'ajouterai que Ferdinand Tönnies a été très longtemps professeur à l'université de Kiel, en Allemagne, d'où il a été chassé à l'arrivée du nazisme en 1933, 3 ans avant sa mort. Alors, pour parler de communautarisme, nous avons sur ce plateau Michel Maffezoli, sociologue bien connu non seulement en France, mais également hors de nos frontières, puisque je crois que vous intervenez très régulièrement dans des pays aussi exotiques, entre guillemets, que la Corée ou le Brésil, pour ne citer que cela. Vous avez une œuvre considérable, vous avez publié, je ne sais plus combien, 50, 60 livres peut-être, et vous avez été longtemps professeur à l'université de Paris René Descartes. Vous êtes le secrétaire général du Centre de recherche sur l'imaginaire, c'est bien cela ? Et vous avez développé très tôt des thèses concernant la notion de communauté et plus généralement la postmodernité, dont vous avez essayé de faire un inventaire aussi complet et personnel en même temps que possible, ce qui vous a amené à définir la postmodernité comme, bien sûr, la fin de la modernité, c'est-à-dire la fin de la pensée essentiellement rationaliste, de l'idée de progrès, de la reductio ad unum, donc de la République une et indivisible, et à dire ce que vous observiez de la réapparition du lien social, du réenchantement du monde, je crois que c'est une expression qui vous est familière, de la réapparition de l'émotionnel et du sacral, de la prévalence de l'imaginaire dans les sociétés contemporaines, du retour du tragique et de ce que Max Weber, encore lui, appelait le polythéisme des valeurs. Ces thèses que vous avez soutenues depuis plusieurs décennies, je rappellerai que c'est en 1988 que vous publiez un livre intitulé, je crois, « Le temps des tribus »,
Donc les tribus, c'était déjà en quelque sorte les communautés, vous ont valu évidemment beaucoup de critiques dans les milieux les plus divers. Vous avez répondu à certains de ces critiques dans un livre publié il y a 2 ans, je crois, avec votre épouse, Hélène Stroll, qui s'appelle « Les nouveaux bien-pensants ». Et puis vous avez repris la thématique qui nous intéresse dans votre dernier ouvrage, publié aux éditions du Moment en 2015, donc tout récemment, également avec Hélène Stroll, et qui s'intitule « La France étroite face à l'intégrisme laïque, l'idéal communautaire ». Alors, c'est une idée dont nous allons parler, qui suscite évidemment beaucoup d'opposition, mais je voudrais d'abord mentionner, bien sûr, nos 2 autres invités. Avec nous également Vincent Cousselière, auteur d'un livre intitulé « Éloge du populisme », qui est paru il y a quelques années, et qui publie un nouveau livre qui s'appelle « Le retour du peuple en 1 », aux éditions du Cerf, d'ici quelques semaines. Vincent Cousselière avait déjà participé à 1 ou 2 de nos émissions précédemment, et c'était intéressant, je crois, de confronter un peu le théoricien qui a fait l'éloge du communautarisme et celui qui a fait l'éloge du populisme. On verra s'il y a des points d'entente ou des points de discordance. Et puis, 3e invité, Julien Rochedy, qui a été pendant 2 ans directeur national du Front national de la jeunesse, qu'il a quitté en 2014, c'est bien cela, et qui a fait quelques remous dans l'opinion en se proclamant communautariste au motif, disiez-vous, que l'assimilation est un idéal qui ne peut plus fonctionner. Je résume très brièvement, mais vous aurez certainement l'occasion de vous en expliquer. Donc, je me tourne d'abord vers Michel Maffezoli. Vous avez expliqué dans vos livres que le temps des tribus et des communautés, c'était aussi la fin de l'individualisme. Ce qui a surpris beaucoup de gens, à commencer par moi-même d'ailleurs, qui reste convaincu que la pulsion individualiste est encore très présente au sein de nos sociétés, même si elle se combine avec d'autres phénomènes. Mais finalement, la question c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a amené, à partir d'une tentative de synthétiser la notion de postmodernité, à mettre l'accent avec autant de vigueur sur les communautés? Vigueur, c'est beaucoup dire, hein, parce que je ne suis Ton pas... assistance. Non, je ne suis pas un militant. Hein. Non, certes. Je n'oublie pas que j'ai été éduqué à Strasbourg par un de mes vieux maîtres, Julien Freund. Vous avez eu 2 grands maîtres qui étaient Julien Freund et Gilbert Durand. Et le premier m'a tout de même appris, dans la foulée de Max Weber, cette neutralité axiologique. Hein. Donc, moi, je ne fais pas état de mes convictions, donc c'est pas avec vigueur, c'est tout simplement avec un certain détachement. Deuxièmement, je n'aime pas le mot que vous avez plusieurs fois employé, c'est l'idée de fin de quelque chose. Je suis un latin, je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je préfère un terme beaucoup plus précis qui est l'idée de saturation. Quelque chose cesse, et comment à partir de ce qui cesse, un autre élément peut ressurgir. C'est Sorokin qui parle de cela dans la sociologie de la culture, en montrant comment il y a une saturation, c'est-à-dire les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent pas rester ensemble, déstructuration, et dans le même temps, ces mêmes molécules rentrent dans une autre configuration, retrouvant un corps donné. Alors c'est en ce sens qu'il n'y a pas la fin, il y a le passage d'un état à un autre état. Alors, qu'est-ce qui est saturé aujourd'hui ? J'ai bien entendu votre question, mais je suis toujours un vieux prof, excusez-moi, il me faut prendre un peu de champ pour essayer d'expliquer, pour essayer de répondre. En la matière, ce qui nous caractérise, c'est l'individualité. Une réalité physico-chimique, vous êtes vous, je suis moi. À certains moments, et suivant l'esprit du temps, c'est ça l'imaginaire. Cette individualité prend la forme de l'individu, indivisible, qui a une identité, sexuelle, professionnelle, idéologique. Ça, c'est la modernité. C'est le cogito cartésien.
c'est l'autonomie rousseauiste, autonomos, je suis ma propre loi, etc. Et on voit bien comment s'élabore cet individualisme épistémologique qui fut la marque de la modernité. Avant, je rappelle que au Moyen-Âge, par exemple, dans les sociétés traditionnelles, celui qui pensait par lui-même était un hérétique, airesis, il se coupait de la communauté. Donc parfois, ça prend la forme de l'individu. À d'autres moments, et c'est mon hypothèse, depuis de longues années, ça prend la forme de la personne. L'individu est un, la personne est plurielle. L'individu va s'exprimer dans le contrat social, avec la forme très rationnelle qui est propre au contrat social. La personne va s'exprimer dans la tribu. Moi, j'ai dit tribu pour provoquer à l'époque. Mais c'est l'idée de communauté, dans le fond, du sentiment d'appartenance, d'être d'un lieu donné, de participer à des goûts communs, vous voyez, dans des choses très simples. Voilà en quel sens, à l'encontre des banalités assez sottes qui sont dites actuellement sur l'individualisme contemporain, vous n'avez pas un discours de politique, un article de journaliste, un traité d'un expert censément universitaire parlant de compte tenu de l'individualisme contemporain. Et il suffit de traîner dans la rue pour voir qu'on est toujours en relation avec l'autre. Voilà en quel sens, je dis moi, il y a saturation de cet individualisme, même si la société officielle continue à parler d'individualisme, et par contre, réémergence, cette notion de personne, qui est une personne communautaire, qui va s'exprimer dans la communauté. Voilà un peu le schéma, si vous voulez. Et du coup, il faut trouver des mots qui soient, vous avez cité Camille à juste titre, on pourrait citer saint Thomas d'Aquin avant lui, il faut trouver des mots qui sont en pertinence avec le temps. Et c'est en ce sens que le mot individu ou individualisme ne me paraît plus pertinent. Il y a des tribus, il y a des communautés, il y a des manières, on s'éclate dans l'autre. Si je le dis au travers d'une expression familière. Et par contre, il faut trouver des mots qui, justement, traduisent le fait que revient en force cette idée de communauté, qui est en quelque sorte le fait que je partage avec d'autres un certain nombre de sentiments, d'émotions, et l'idée d'émotionnel qui est d'ailleurs, je le rappelle, un néologisme weberien, là encore, c'est-à-dire non pas une caractéristique psychologique, mais une ambiance dans laquelle on baigne. Ça, c'est aussi quelque chose de communautaire. Michel Maffezoli, sur les communautés postmodernes, ce sont malgré tout des communautés qui, contrairement aux communautés traditionnelles, sont des communautés choisies, ou en tout cas davantage choisies. Oui, le mot tribu que j'avais employé à l'époque n'est pas un mot heureux, et je le regrette d'une certaine manière. Le mot communautaire me paraît beaucoup plus riche. Avec cette petite différence, c'est que dans les sociétés traditionnelles, on était d'une communauté, comme d'une tribu. Là, à mon sens, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, persona, on a des masques, on virevolte d'une communauté à une autre. Voilà. C'est ainsi, c'est ça la postmodernité. Vous voyez, moi, mon image, c'est de dire qu'il y a retour de choses anciennes, mais ce n'est pas simplement le cercle nietzschéen, c'est la spirale. Je vois revenir quelque chose, pas exactement au même niveau. Pour moi, la communauté, c'est la tribu et Internet, les sites communautaires, les forums de discussion, et tout à l'avenant. Voilà en quel sens il n'y a pas enfermement dans une communauté, mais virevoltement dans un certain nombre de communautés. Et alors, je suis maintenant un professeur bon chic, bon genre, avec la vêture ad hoc, et puis je peux traîner ce soir dans les bois de malfamés de la ville avec une autre vêture. Voilà ce que c'est que la persona. Voilà ce que c'est que les communautés diverses dans lesquelles on s'éclate, en quelque sorte. Alors, l'accent que vous mettez sur le sacral, sur l'émotionnel, sur cette espèce de vitalisme dionysiaque, disons. Est-ce que c'est un trait nouveau des communautés ou est-ce que c'est quelque chose de très ancien qui revient après une longue parenthèse? Vous disiez, je crois, dans Valeurs Actuelles, il y a peu de temps, ce monde occidental monothéiste est en train de s'achever. Et ce monothéisme, vous le mettiez en relation avec l'unique, cette idée de tout ramener à l'un, à l'unité, vous avez cité par opposition à l'explosion précisément communautaire. Oui, vous avez cité tout à l'heure cette expression qui est une expression d'Auguste Comte, reductio ad unum, réduire à l'un. Et de fait, ça s'inscrivait dans la grande tradition occidentale du chiffre 1. Saint-Augustin, la raison humaine conduit à l'unité. Et sur 2000 ans de temps, on voit bien comment c'est le chiffre 1 qui a prévalu. C'est ce qui a caractérisé, dans le fond, le 19e siècle, ce qui a abouti à cette république une et indivisible. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a, puisque j'ai cité tout à l'heure Sorokin, je le rappelle, des grands moments rationalistes, des grandes époques sensualistes. Et nous sommes en train de revenir
dans un processus de balancement, à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du sensualisme. Le sensualisme partage des sentiments, hein, pas simplement l'hédonisme dionysiaque. Bon, j'ai écrit un livre sur Dionysos, qui est mon petit dieu chéri, c'est pas un problème. Mais il n'en reste pas moins que, quand je dis sensualisme, ou quand je disais sociologie de l'orgie, c'était pas un éloge de la partouze, hein, c'était tout simplement de rappeler qu'il y avait des émotions communes. Orgué, c'est cela que ça veut dire en grec. Donc il me paraît qu'il y a cette expression-là, et dans le fond, je traduis cela au travers de ce néologisme que vous venez d'employer, le sacral, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est de Jacques Maritain, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le sacré n'est plus réductible à une église, mais va se diffracter, va se diffuser, va se capillariser dans l'ensemble de la vie sociale, où la mort de quelqu'un, d'un célèbre auteur, d'un chanteur, etc., va susciter des hystéries. Voilà ce que c'est que le sacral pour moi, c'est-à-dire dans le fond, le fait qu'il y a, pour le dire de manière un peu weberienne, du non-rationnel qui n'est pas simplement irrationnel, qui fait qu'on ne peut pas caractériser la vie sociale uniquement à partir justement de la raison, mais aussi des émotions et des passions partagées. Voilà ce que j'appelle sacral, et qui est de fait, là aussi, un des éléments de la communauté. Le propre de la société, c'est le fameux contrat social. Je rappelle que le mot social n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, sous la plume de Rousseau, c'est-à-dire un être ensemble rationnel. Quand les Japonais ont voulu, au début du XXe siècle, traduire les auteurs français ou allemands, ils n'avaient pas de mot pour traduire le mot social, parce que n'existait pas cet être ensemble rationnel. Et donc voilà, ça a marché, c'est une époque qui s'est achevée. Je rappelle que le mot époque, ça veut dire parenthèse. Ça s'ouvre, ça se ferme. Est en train de se fermer la parenthèse moderne, où la dimension rationnelle était prévalente. Moi je dis raison sensible. Hein, il y a la conjonction de cette spécificité qui est notre spécificité humaine, la raison, mais en plus les sens sous leurs diverses modulations. Et je pense que l'idée de la communauté revient en quelque sorte et corollaire de ce retour des sens. C'est vrai. Alors en même temps, on est prisonnier d'une actualité. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, le terme communauté ne provoquait pas immédiatement dans l'opinion une attitude de rejet. C'était plutôt quelque chose qui était dans l'ensemble assez bien vu. Aujourd'hui, le communautarisme a pris évidemment une toute autre dimension du fait du contexte nouveau, relativement nouveau, créé par l'immigration. Et si aujourd'hui tous les hommes politiques, sauf quelques-uns, rejettent, dénoncent, voient partout le mal communautaire ou communautariste, c'est évidemment en liaison avec cette idée que si l'on entretient sur le sol de la République une et indivisible des communautés distinctes, on va ou à l'affrontement, ou à la guerre civile, ou à l'État dans l'État, ou toutes ces choses sur lesquelles nos hommes politiques ne cessent de broder. Ce discours vous paraît contenir une part de vérité ou pas du tout? C'est l'idée que les communautés, c'est dangereux, au fond. C'est dangereux pour ce fameux vivre ensemble, car le vivre ensemble est en soi une belle expression, bien entendu, puisqu'il peut s'établir à différents niveaux. Mais aujourd'hui, les communautés sont perçues comme quelque chose qui pèse comme une menace sur un vivre ensemble, disons, national, tout simplement. Non, moi, de toute façon, rien ne me fait peur. Non, certes. Donc, ce qui est là, un point, c'est tout. Hein. Mais est-ce que vous comprenez que certains ont des peurs? Tant pis pour eux, c'est pas mon problème. Moi, j'essaie d'écrire un certain nombre de choses pour rendre attentif au fait que du moment qu'il y a quelque chose qui est là, il faut en tenir compte. Hein. Restons encore sur la perspective de Max Weber, non pas la logique du devoir-être, ce que devrait être le monde, mais ce qu'il est. Hein. Ma position est une position de photographe, d'une certaine manière. Donc, il y a de la communauté. Il faut faire avec. On ne peut pas tous les tuer. Et du coup, il faut voir comment on peut accompagner cela, comment on peut le penser. Moi, je n'aime pas le mot communautarisme, vous le savez peut-être. Hein, et en disant c'est encore une manière de stigmatiser et de flinguer quelque chose qui existe. Et je discute avec beaucoup d'hommes politiques, de gauche ou de droite d'ailleurs, et je trouve scandaleux l'utilisation de ce terme. Et dans mon dernier livre, j'ai proposé, au contraire, l'expression idéal communautaire. Pourquoi ? En rappelant que cette grande dame de la pensée qui était Hannah Arendt, quand elle réfléchit sur l'émergence de la modernité, nommément au XIXe siècle, montre comment va s'élaborer difficilement l'idéal démocratique.
C'est-à-dire comment on va arriver à, au-delà de ce qu'était l'Ancien Régime, constituer ce qu'étaient les sociétés modernes. Bien. Eh bien, moi, d'une certaine manière, je reprends cette expression-là en l'inversant et en disant ce qui est en jeu actuellement, c'est l'élaboration difficile dans la crainte et le tremblement de ce qui pourrait être un idéal communautaire. C'est-à-dire non plus la République une et indivisible, mais revenons à son étymologie, la res publica, la chose publique, comme étant dans le fond une mosaïque où il puisse y avoir une cohésion, une cohérence à partir des diversités. Chaque pièce de la mosaïque garde sa couleur, sa configuration, sa structure, et un peu à la manière galiléenne, et pour c'est mauvais, et pourtant ça tient, et pourtant ça bouge, bien dirais, et pourtant ça tient. Voilà. Alors voilà en quel sens, moi je pense qu'il est plus sain, un peu dans le sens que vous citiez tout à l'heure de Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Si on dit communautarisme, eh bien d'une certaine manière, on conforte et on suscite les formes d'affrontement qui pourraient exister, alors que l'idéal communautaire, c'est de se rendre compte qu'à certains moments, je pense que nous sommes dans un de ces moments, l'harmonie n'est pas dans la négation des différences, mais l'harmonie est conflictuelle. C'est-à-dire, dans le fond, un peu à l'image de la voûte de la cathédrale gothique. Ce n'est pas le dépassement de la tension qui fait que la voûte tient, mais c'est la tension des pierres sur les autres qui assure l'harmonie de la voûte. Eh bien, à mon sens, c'est ce dont nous sommes en train de faire l'apprentissage. Le problème, c'est que notre monothéisme structurel a du mal à prendre en compte le fait qu'il y ait du polythéisme, dans le sens ici weberien du terme, et que les élites, sous leurs diverses modulations, restent des clercs du monothéisme. Et dans ce sens-là, ils ont quelques difficultés à comprendre bien qu'il y a justement cet ajustement, non pas a priori, mais un ajustement qui arrivera a posteriori, après coup. Comme toujours, dans ces moments-là, il y a des épreuves, nous vivons les épreuves, ça va encore saigner. Alors, Vincent Cousselière, que vous inspire cette analyse que certains interpréteront peut-être comme un plaidoyer. Mais non, je n'oublie pas, je reste très conscient de ce que vous avez dit à bien des reprises. Je dis ce que je vois. Voilà. Je dis ce que j'observe. Je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Moi, je suis un petit bourgeois, rationaliste, se passe. Producteur, reproducteur, etc. Donc assez rationnel. Mais je ne dis pas mes convictions. Alors, essayons d'être rationnels et donc de mettre un petit peu d'ordre dans les notions et dans les concepts, parce que là, on glisse sans aucun problème du communautarisme à la communauté et de la communauté au communautarisme. Alors moi, je serais tenté de prendre davantage au sérieux le terme de communautarisme. Est-ce qu'il désigne une réalité spécifique ? Si c'est le cas, il faut le conserver. Si c'est une manière idéologique de critiquer la communauté, à ce moment-là, ce terme n'est pas intéressant. C'est là qu'on retrouve un petit peu le même problème qu'avec la question du populisme. Oui. Alors, tout à l'heure, vous disiez, j'ai fait un éloge du populisme, est-ce que je ferai un éloge du communautarisme ? Non. Je fais un éloge du populisme parce que pour moi, le populisme est un phénomène qui si vous voulez, qui montre que, en fait, le populisme aspire à se dépasser en retrouvant, si vous voulez, finalement, une expérience du peuple qui soit authentique, qui soit réelle, etc. Le populisme aspire à se dépasser. Est-ce que le communautarisme aspire à se dépasser pour retrouver la communauté réelle ? J'en suis pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense qu'il faut maintenir, à mon avis, l'idée de départ, c'est qu'il faut maintenir cette distinction entre communautarisme et communauté. Simplement, il faut être capable de faire la démarcation. Voilà. C'est pas parce qu'on est un adversaire du communautarisme qu'on est un adversaire de la communauté. Alors, tout le problème est là. Il me semble que le isme de communautarisme est intéressant parce qu'il cherche à faire signe vers effectivement un devenir artificiel et idéologique de la communauté. Donc c'est pas parce qu'on est l'adversaire du communautarisme qu'on est l'adversaire de la communauté. Et donc, à ce moment-là, si on fait une critique du communautarisme, il faut être capable de penser la communauté. Il faut être capable de penser la communauté et de montrer en quoi le communautarisme est une forme, contrairement à ce qu'on pense, affaiblie, faible de la communauté. Ça, c'est ma position. Le communautarisme est une forme faible et affaiblie de la communauté. Alors, en quel sens ? Eh bien,
la communauté, c'est une vieille histoire, vous l'avez dit, hein, la communauté, la sociabilité, on peut remonter à Aristote, hein, l'homme animal social, l'utopie de penser un individu qui se développerait en dehors de toute communauté, etc. Donc cette idée de la communauté, de la sociabilité, elle est très très ancienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la communauté? Ça veut dire de partager, d'avoir en commun toute une série de choses, et des choses qui sont essentielles. Il faut vraiment qu'on soit un peu précis dans les choses et concret. C'est-à-dire une langue, c'est-à-dire des mœurs, c'est-à-dire un rapport à la nature, un rapport au Dieu, un rapport à l'autre, etc. C'est tout cet ensemble de choses partagées qui font une communauté. Et le summum de la communauté pour Aristote, c'est l'amitié entre amis, tout est commun. Amitié qui peut devenir amitié politique, hein, philia politicae, hein, amitié qui peut s'étendre jusqu'à l'échelle de la cité. D'accord ? Donc ça, c'est la communauté. Le communautarisme, pour moi, c'est, si vous voulez, un symptôme de la décomposition des communautés réelles, et c'est la tentative de reconstruire de manière artificielle une communauté. Donc pour moi, il y a un lien, si vous voulez, entre l'individualisme et le communautarisme. Ça ne s'oppose absolument pas. Le communautarisme est dans un rapport dialectique à l'individualisme. Le communautarisme, c'est la tentative de recréer une communauté à partir d'une identité, à partir d'une caractéristique commune minime. Hein. Ça peut être supporter d'un club de foot, hein, ça peut être une identité, une orientation sexuelle, etc. Voilà. Ça, c'est la communauté communautarisée. On s'identifie à une caractéristique commune, mais ce n'est pas ça la communauté. Hein. La communauté, par exemple, qui se construit, si vous voulez, la communauté nationale, elle se construit par une histoire et par un partage qui est extrêmement riche, et par rapport à quoi le communautarisme est d'une pauvreté, d'une abstraction extraordinaire. Puisque vous parlez de la communauté nationale, cher Vincent Poussedier, on pourrait dire aussi que cette communauté nationale est une communauté artificielle, particulièrement en France, qui s'est construite aussi contre des communautés et des enracinements charnels. Je me fais un peu l'avocat du diable, oui. Mais la communauté nationale, l'idéologie nationale peut aussi se critiquer. Il y a deux points là. D'une part, il est incontestable que l'idéal moderne a été un idéal qui visait à effacer tout ce qui pouvait faire écran ou obstacle entre l'individu et l'État. Hein, la vieille suppression des corps intermédiaires, il est clair que le ressurgissement actuel des communautés ne peut pas être assimilé sans plus un retour aux corps intermédiaires, c'est autre chose, mais il y a quand même un petit peu de cela. D'autre part, un sociologue que je crois important, comme Louis Dumont, avait bien montré que certaines formes de vie communautaire ou groupale, en fait, ne faisaient que restituer de l'individualisme à un étage supérieur. Hein. C'est d'ailleurs un autre auteur, espagnol celui-là, Ortega y Gasset, qui parlait de l'individualisme collectif pour désigner les nations, certains peuples ou cultures. Est-ce que, néanmoins, cette idée que les communautés réapparaissent vous paraît de nature à menacer une communauté plus vaste, qui repose peut-être sur des principes plus abstraits, sachant de surcroît qu'on est remonté de communautarisme à communauté, mais de communauté on peut aussi remonter à commun. Hein. Or, commun, c'est bien le mot de base de toute vie sociale et politique. Hein. Tout à fait. Il n'y a du politique que là où il y a du social et du commun, hein. C'est-à-dire du social perçu comme commun. Alors, d'une part, j'ai voulu poser la question de l'articulation entre communautarisme et communauté. Et maintenant, il y a une autre question, si vous voulez, qui me semble une espèce de rengaine, hein, qu'il faut interroger aussi, c'est l'opposition entre république et communautarisme. Je parle de nation, tout de suite vous me parlez de communauté nationale avec un sous-entendu que la nation est construite en France historiquement par l'État et donc je parle d'une nation civique.
qui serait construite par l'État. Alors que ce n'est pas le cas. Ce que je voudrais montrer, si vous voulez, c'est que pour sortir de cette opposition entre le républicanisme abstrait d'un côté et la gentille communauté communautariste chaude de relations, etc., c'est cette opposition qu'il faut interroger. Alors je ne pense pas que ça soit très intéressant de renverser le rapport et de rester dans l'opposition républicanisme abstrait communautarisme et de valoriser le communautarisme par rapport au républicanisme abstrait. Parce qu'on reste prisonnier de cette opposition. Moi, ce que j'essaie de montrer, dans mon prochain livre, c'est que la République elle-même est communautaire. Il faut parler de communauté républicaine. Et j'essaie de mettre mes pas dans les traces, si vous voulez, d'une tradition perdue de la République, où on fait ce lien entre la communauté pré-politique, si vous voulez, nationale et la communauté républicaine. Et je vais chez Rousseau lui-même, parce que c'est extraordinaire qu'on mésestime à quel point Rousseau est quelqu'un... Alors Rousseau, c'est toujours le contractualisme abstrait, qui méconnaît la communauté. Pas du tout. Il y a chez Rousseau, si vous voulez, une insistance sur le peuple, sur la nation, dans son aspect pré-politique, qui est considérable. Il y a un chapitre du contrat social, le chapitre 12 du livre 2 du contrat social, où Rousseau distingue 4 types de lois. Les lois politiques, les lois civiles, les lois criminelles, et la plus importante de toutes, la 4e, la loi des mœurs. Ce sont les mœurs qui sous-tendent tout le système républicain de la volonté générale. Sans cette unité et cette communauté des mœurs, le système de la volonté générale ne peut pas fonctionner. Donc il faut arrêter d'opposer République et nation. On retrouve ça chez Péguy, on retrouve ça chez des grands penseurs qui sont devenus inconnus aujourd'hui, comme Alfred Fouillé par exemple. Il y a un lien absolument considérable entre la nation et la République, entendu que la nation ne se construit pas de manière purement politique, mais se construit justement comme une synthèse des particularités régionales. Vous voyez ce que je veux dire, la nation, c'est un rapport entre l'unité et la diversité qui se construit historiquement. D'ailleurs, M. Maffesoli rend hommage à Mona Ozouf dans son dernier ouvrage, en montrant qu'il y a chez Mona Ozouf une conception de la République qui montre qu'il y a eu dans la République aussi ça. La République, ce n'est pas seulement la République universaliste abstraite, c'est aussi une articulation de la particularité et de l'universalité. Vous voulez répondre quelque chose à propos de Mona Ozouf ou non, de ce thème? c'est pas moi qui ai fait cette référence, c'est Hélène Schroll en la matière, qui est historienne, mais qui est une référence fort juste, en effet. C'est-à-dire que ce que vous venez d'indiquer, c'est ce que j'appelais, moi, la res publica. C'est-à-dire non pas le républicanisme réduisant les spécificités, mais au contraire montrant qu'il peut y avoir une forme de cohésion à partir des diversités. Pour moi, il y a retour des nations. Non pas, je suis en train de lire un livre je suis en train de lire, curieusement, je ne connaissais pas le Louis XI, qui est celui qui a fait la France d'une certaine manière. Et la manière dont il parle la France, c'est le roi qui parle des peuples. Et d'une certaine manière, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est qu'il y a retour des nations, des nationalités. Moi, je suis du sud de la France, c'est l'Occitan qui est une nationalité, c'est la nation corse, c'est la nation alsacienne, c'est la nation bretonne, etc., qui fait qu'on peut penser la République comme étant justement l'ajustement de ces nations-là. Voilà, oui, sauf qu'il ne faut pas penser ces nations comme des identités. Parce que si on les pense comme des identités, il n'y a pas de dépassement possible vers quelque chose de plus universel. Mais moi, je n'aime pas le mot identité. C'est pas identité, c'est une manière de vivre ensemble qui me paraît être en jeu à partir d'un lieu. C'est-à-dire, dans le fond, le lieu fait lien. Et d'une certaine manière, dès le moment où on est enraciné en un lieu, là, il y a une forme de nation. Voilà en quel sens, moi, j'essaie d'avoir une attitude plus nuancée et de ne pas être figé dans une conception de la République une et indivisible, qui est une incantation actuellement. Oui, voilà, alors, vous savez bien en même temps que ce que vous disiez à propos de la Bretagne, de la Corse, etc., et que personnellement j'entends fort bien, implique en arrière-plan une dissociation de la nationalité et de la citoyenneté qui a existé dans bien des modèles politiques, mais qui est ignorée par la tradition jacobine qui précisément pose le citoyen, la citoyenneté et la nationalité comme tout à fait
comme tout à fait synonyme. On peut penser, excusez-moi, mais il faudrait peut-être, moi je le dis avec une grande naïveté et sans une vraie connaissance, mais la perspective que développe Charles Maurras est une perspective on ne peut plus intéressante. La royauté, le royalisme, c'est dans le fond l'anarchie plus un. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui va jouer sur des formes de fédération de ces nations qui sont des nations spécifiques, c'est-à-dire des particularités. Des particularismes qui, en tant que tels, peuvent se conjoindre avec d'autres, pas forcément, encore une fois, en dépassant les différences, mais en maintenant ces différences. C'était surtout marqué chez le jeune Maurras. Après, il a mis un peu bon, dans vous êtes son plus connaisseur vin. que moi, donc... C'est-à-dire que son nationalisme a un peu éteint son fédéralisme, si vous voulez, pour prendre une formule. Cela dit, ce que vous disiez à propos de la communauté des mœurs, chez Rousseau, il en parle aussi très longuement dans son projet de constitution pour la Corse, tout à fait, ou le projet de constitution pour la Pologne, tout à fait, où il montre l'importance. Bon, ça ramène d'ailleurs au vieux débat de savoir, est-ce que ce sont les mœurs qui vont évoluer les lois ou les lois qui font évoluer les mœurs? En réalité, ça marche un petit peu. Vous connaissez la formule de Durkheim. Laquelle? La loi suit les mœurs. Oui. Donc il faut oui, pas mais dans une certaine mesure, les mœurs suivent aussi la loi. Mais c'est vrai que je donne plutôt raison. Je donne plutôt raison à Durkheim. Cette idée, la loi ne fait que canoniser ce qui est anomique. Oui, alors on l'a bien vu avec tous les débats dits de société autour des réformes sociétales, où là on était devant des phénomènes visant à faire évoluer la loi du fait d'une évolution des mœurs. Mais là on s'écarte un peu du sujet. Peut-être juste une petite citation de Rousseau magnifique dans la lettre à d'Alembert. Oui. Mais ne nous flattons pas de conserver notre liberté en renonçant aux mœurs qui nous l'ont acquise. Cher Alain, je crois qu'il est temps de faire une petite pause technique. Nous allons revenir sur notre plateau pour continuer le débattre, peut-être pour évoquer d'ailleurs des débats plus politiques, nous verrons cela, avec notamment notre ami Julien Rochedy. Mais nous allons faire une pause technique de quelques minutes. Alors, faut-il ou ne faut-il pas employer le terme de communautarisme? Julien Rochedy, vous avez cette particularité de l'avoir employé. Vous êtes même l'un des très rares à avoir fait une sorte de coming out communautariste à un certain moment, en expliquant que vous étiez devenu, ou vous aviez été depuis longtemps, sans oser le dire, communautariste, parce que vous ne croyez plus à la possibilité d'une assimilation. Alors, c'est une problématique qui est un peu marginale par rapport à celle dont nous venons de débattre, mais je donne d'abord votre témoignage et puis aussi votre réaction à ce qui s'est dit jusqu'ici. C'est marginal, mais je crois que c'est fondamental parce que depuis tout à l'heure, on parle de différentes communautés dans justement ce monde un petit peu éclaté que nous vivons. Vous en avez parlé, Michel Maffesoli, où effectivement, dans cet ancien monde moderne, où nous sommes tous des individus autonomes, individualisés, rationnels, on a tendance à se créer des communautés d'ordre affectif, en boîte de nuit, des amis, et, des communautés un peu esthétiques et culturelles, effectivement. Mais le vrai débat important à avoir sur la communauté, il me semble, c'est lorsque cette communauté est rattachée aux notions du politique. Parce que ce qui manquait, d'après dans ce que vous avez dit, c'est que c'est ce que vous avez dit, monsieur, c'est-à-dire que l'homme est un animal politique et que par conséquent, la communauté revêt tout de suite un caractère politique. Et nous avons vécu pendant longtemps dans des sociétés qui étaient homogènes d'un point de vue politique, ou du moins presque, depuis la Révolution française en tout cas, depuis la dernière guerre civile française, la vraie guerre civile française, à savoir la Révolution, puis les différentes révolutions qui ont jalonné l'histoire par la suite. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces communautés qui vivent dans l'ancienne communauté nationale, qui était effectivement une unité politique, est-ce que ces communautés à l'intérieur de cette ancienne communauté nationale n'ont pas aujourd'hui un caractère également politique et par conséquent nous amènent vers des formes de rupture et de séparation sur des territoires qui auparavant étaient homogènes, étaient unis. Je crois que la question qui se pose actuellement, en vertu de l'immigration, en vertu de la mondialisation et en vertu de l'affaiblissement et du délitement de ces anciennes nations justement, c'est le communautarisme, c'est-à-dire la notion du politique à l'intérieur d'anciens espaces politiques qui sont en train, non pas d'être détruits, comme vous l'avez très bien dit, mais de se transformer totalement, et donc de nous retrouver en but à différents peuples, à l'intérieur, encore une fois, d'un ancien peuple.
Et alors, par rapport à cela, vous, quelle est votre position? Ma position, c'est que on vit, je vous trouve très en avance, mais ici, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on acte justement ces communautés, qu'il y en a. Mais la politique française et le système médiatique français ne l'a pas du tout acté, ou du moins le fait de manière inconsciente ou de manière hypocrite. Mais le discours ambiant chez tous les politiques actuellement, c'est de continuer à dire au choix, soit nous sommes simplement des individus autonomes et notre caractère ethnique, religieux, culturel appartient finalement à notre sphère privée et nous pouvons tous vivre ensemble parce qu'on accepte sous l'idée du contrat social rousseauiste un petit peu biaisé aujourd'hui, mais enfin on accepte de vivre ensemble sur un même territoire et tout ce qui constitue finalement le fond de notre identité n'a que peu d'incidence et peu d'importance parce que on est dans le vivre ensemble et on est tous des bénis oui-oui, tous gentils. Et ça, c'est la vision un peu gauchisante de la société actuelle. C'est-à-dire que qu'importe la religion des individus, qu'importe leur couleur, qu'importe leur culture, qu'importe leurs racines, qu'importe leur fond, on vit ensemble parce qu'on s'aime tous et qu'on est tous des êtres humains. Donc tout cela nie la communauté justement ethnique, du moins nie le caractère politique qu'elle peut avoir. Le deuxième discours qui est en face, c'est le discours de l'assimilation. C'est-à-dire que là, du coup, il y a une acceptation de l'idée que les gens ne sont pas que des individus neutres, qu'ils ont effectivement une culture, une religion, une ethnie, et ainsi de suite, et des racines, disons. Et ce discours veut que toutes les personnes qui peuvent avoir d'autres racines, d'autres religions, d'autres ethnies en France s'assimilent totalement à l'ancienne et vieille culture française, racinée, traditionnelle, que l'on connaît depuis des siècles et des siècles dans notre pays. Ces deux discours sont passés de date, ce que je crois. C'est-à-dire que le premier discours nie une donnée fondamentale, à savoir effectivement qu'un homme n'est pas qu'un fantôme, qu'un ectoplasme neutre. Et le deuxième discours pense que dans une situation où il y a 15, peut-être demain 20 millions d'étrangers et qui ont des mœurs à ce point différents des anciennes mœurs européens et français, qu'on ne pourra pas les réduire et qu'on ne pourra pas les transformer tous du jour au lendemain en parfaits Français qui se seront convertis à la religion chrétienne par exemple, ou qui mangeront la baguette de pain, réciteront du Racine, du Corneille et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut acter, et c'est ce que fait d'ailleurs très très bien Pierre Manant, qui dans son dernier livre, La situation de la France, où en fait il acte une donnée fondamentale et très pertinente aujourd'hui, qui est qu'il y a en face de nous et chez nous une communauté par exemple musulmane, pour ne parler que d'elle, que l'on ne pourra pas réduire et que l'on ne pourra pas diluer dans une nation qui est hélas, en tout cas pour beaucoup de ses anciens caractères, passé de date. Oui, Michel Nafezali. Puis-je réagir ? Bien sûr. Bien sûr. Tout d'abord, moi je suis plus sûr que la politique soit vraiment quelque chose d'actualité. Je regrette de vous le dire. La politique existera toujours. Non, la politique pas d'un point de vue forcément. étatique et national, je peux être d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, c'est une antiphrase actuellement. La politique, c'était la vie de la cité. Maintenant, c'est quelque chose de tellement lointain que ça ne concerne plus personne. Enfin bon, c'est un autre débat. Ce qu'il faut dire, c'est que, par contre, la classe politique, gauche et droite confondues, est totalement déconnectée de la réalité. Il y a une vraie société officielle qui les représente, mais qui ne représente plus. L'intelligentsia de droite et de gauche fonctionne avec un logiciel du 19e siècle. Exactement. Bon, j'aime plus ce mot logiciel, mais en effet, c'est ça. C'est-à-dire la grande idée des Lumières du 18e, les grands systèmes sociaux du 19e. Voilà, c'est tout. Et le cartésianisme du 17e. Bon. Et donc, de ce point de vue, ils sont totalement déconnectés. C'est pour ça que je dis, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a actuellement un vécu au niveau de la base. C'est ça, la politique dans le sens police, la ville de la cité, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et il se trouve que cette politique concrète, ce sont des communautés. Pour moi, en venant ici tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais à Paris. Prenez au Kremlin-Bicêtre. Voilà, donc du coup, mais c'est en ce sens que tout à l'heure je fais une proposition. Je dis, ce à quoi nous allons être confrontés, c'est une harmonie conflictuelle. C'est-à-dire comment on va arriver à ajuster ces communautés qui ne vont pas s'assimiler, qui ne vont pas. Oui ou non ?
Pourquoi ne pas penser... C'est possible. Voilà. Et c'est aussi impossible. Ne pas penser qu'après tout, il puisse y avoir une espèce de conjonction. C'est la vieille idée médiévale de la coincidentia oppositorum. Vous faites bien de parler de l'époque médiévale, puisque justement, en fait, nous vivons la fin de l'Empire, le délitement des institutions au sens romain, c'est-à-dire au sens étatique, ça se voit tous les jours, et nous assistons à l'émergence d'une société qui serait néo-féodale, d'une certaine façon. Oui, moi je propose même dans mon dernier livre l'idée de l'idée impériale. L'idée impériale, dans le fond, c'est le Saint-Empire romain germanique. Il faut avoir un projet de puissance pour cela. Pas forcément un projet, c'est-à-dire l'Europe le fait que... Oui, ça c'est autre chose, mais enfin en tout cas m'intéresse l'Europe comme étant un ensemble vide, en termes mathématiques, et la vraie réalité, ça va être les communautés, ça va être la région, ça va être le canton, ça va être des choses dans ce genre. Vous voyez. Alors c'est ce que j'appelle, moi, harmonie conflictuelle, qui fait que, dans une certaine manière, il peut y avoir une conjonction, mais une conjonction qui sera brutale. Il y a du conflit. Je suis quand même un disciple de Julien Freund, de ce point de vue. Donc, il va y avoir du conflit. On ne peut pas nier que, de toute façon, il peut y avoir une solidarité organique à partir de la tension. Simmel, vous avez parlé de Simmel tout à l'heure. Oui. Simmel a défini la sociologie au travers de deux mots très simples. Le pont et la porte. Le pont, la porte, c'est inclusif. Et le pont va relier. Eh bien, nous sommes en train de faire l'apprentissage de ça. Ces communautés, c'est une relation de pont, s'habiller de telle manière, manger de telle manière, avoir tel type de religion, etc. C'est quelque chose qui m'enferme. Et en même temps, nécessairement, il va y avoir du pont. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé. Mais c'est le pont et la porte. Voilà ma réponse. Vous voyez, c'est-à-dire... comprenez bien, je dis, moi, depuis tout à l'heure, on fait l'apprentissage de ça. Oui, parce qu'on est en train de quitter... En France, on n'ose pas parler de post-modernité. La bouche en cul de poule, on va parler d'hypermodernité, modernité seconde, modernité tardive, machin chose, etc. Parce que la maison brûle, on veut sauver les meubles. Non, c'est fini le contrat. C'est fini quelque chose qui vient du haut, la verticalité. Il y a une forme d'horizontalité, Internet aidant, et donc cette horizontalité fait qu'il va falloir se dépatouiller. Et on peut le dire d'une manière encore plus brutale. Il va falloir se dépatouiller toutes ces petites communautés les unes par rapport aux autres. Vous avez dit, j'aurais une question à vous poser. D'après ce que j'ai compris, donc vous entérinez l'échec de l'assimilation républicaine, hein, c'est bien ça. Et vous dites adieu à l'assimilation. Et donc, quelle est la perspective politique? Parce que d'un autre côté, vous avez l'air conscient des contradictions que cette reconnaissance des communautés peuvent apporter au niveau politique. Hein. Parce que quelle est la forme politique qui convient, si vous voulez, sur laquelle va déboucher cette reconnaissance des communautés, si ce n'est ce qu'on appelle le multiculturalisme? On n'a pas encore prononcé ce mot. Il me semble qu'il faudrait articuler multiculturalisme et communautarisme, parce que le communautarisme, pour moi, est une conséquence de l'idéologie et du processus multiculturel. Hein. Le multiculturalisme, c'est à la fois un processus réel, social, qui est lié à l'immigration, au capitalisme, etc. Et c'est aussi une idéologie qui cherche à rendre possible, en fait, ce processus de décomposition des communautés. C'est ça le multiculturalisme qui crée le communautarisme. Alors, ce que je ne vois pas bien dans votre schéma, c'est sur quoi on débouche. Parce qu'on débouche sur, à ce moment-là, des communautés. Derrière ces communautés, il y en a une qui est, vous en avez parlé, la communauté musulmane. Alors, est-ce qu'on n'entérine pas une existence en disant ça, de la communauté musulmane? Est-ce que ça existe vraiment? Vous avez parlé de Pierre Manant. Donc, là aussi, articulation de l'islamisme et du multiculturalisme. C'est là aussi qu'à mon avis, on fait des gros paris quand on parle des choses comme ça, peut-être un petit peu à la légère. C'est que l'islamisme se sert du multiculturalisme comme un cheval de Troie. Et si on reconnaît, si vous voulez, les communautés, et si on leur laisse faire la loi, finalement, on retombe dans le privilège, dans la loi privée. Voilà ce qui nous pend au nez. Donc je ne vois pas du tout l'avenir de ça. Laisser se développer des communautés à l'intérieur desquelles il y a l'islamisme, qui n'est pas du tout
un communautarisme à mettre sur le même plan que les autres, parce que là aussi, je pense que, on n'aura pas le temps, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que la République contre tous les communautarismes, avec l'islamisme là-dedans. Pas du tout. L'islamisme n'est pas du tout un communautarisme à mettre sur le même plan. Des communautarismes, des communautés virtuelles, bien gentilles, le spectacle, on a un truc en commun, alors on est une communauté. Mais ça, c'est risible par rapport à ce qu'est l'islamisme. Parce que là, on a affaire à un tout autre défi, n'est-ce pas? C'est pas du tout la même chose. C'est ça. Quel est l'avenir donc de cette solution? Vous me posez la question, effectivement. Pourquoi entériner ça? Mais pourquoi entériner? Parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Pourquoi vous prenez pas le Parce que c'est la réalité. Parce que je ne suis plus dans une perspective politique idéaliste. Ça fait longtemps qu'on ne cherche plus à la produire. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Elle a mal été pensée. On identifie le républicanisme et le néo-républicanisme chevènementiste des années 80, qui a une certaine conception de l'assimilation qui est complètement insuffisante, parce qu'on lie l'assimilation seulement à l'action de l'État et de l'école. C'est ça qui est insuffisant. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est pas entériner, c'est pas abandonner l'assimilation, c'est la repenser, et repenser à quelles conditions elle peut être efficace. Bon. Et c'est comprendre, par exemple, qu'elle commence dans la famille, n'est-ce pas? Donc c'est à ce moment-là défendre la famille, et pas seulement l'État et l'école. Là, vous me parlez de ce qu'il faudrait faire. Moi, je vous parle simplement, j'essaye en tout cas, de ce qui est. Ce qu'il faudrait faire, on fait de la politique à ce compte-là. Là, ce qui est, c'est qu'effectivement, il y a différentes communautés, et la question est de savoir comment vont-elles s'articuler les unes à côté des autres, comment tout cela va s'agencer. Pierre Manant fait une proposition, puisqu'il acte, lui, précisément le fait que les communautés existent sur un sol donné, qui est le territoire français. Et sa proposition, c'est quand même le retour du national, le retour de la nation, pour agréger, en fait, dans une volonté commune, toutes ces communautés qui existeraient avec leurs privilèges et avec leurs différents mœurs, mais qui seraient rattachées, c'est un peu l'idéal impérial en quelque sorte, mais encore d'un point de vue national, c'est-à-dire rattaché à l'idéal français, à la défense d'un projet de puissance. C'est ce que je veux dire à Pierre Manant, ce que j'aurais aimé lui dire, c'est que je crois malheureusement que ça risque d'être compliqué, parce qu'en fait la France est entrée dans une configuration et dans une histoire qui fait d'elle une petite nation. Je vous prends un exemple. L'histoire de la communauté musulmane au sein de l'Europe a déjà existé. On en a déjà l'expérience. Je vais vous parler de la Sicile au Moyen-Âge. Frédéric II de Hohenstaufen s'est retrouvé en butte à une immense communauté musulmane qui était en plein cœur de son territoire, c'est-à-dire la Sicile et l'Italie du Sud. Et le pape, à l'époque, cherchait à tout prix à ce que les musulmans se convertissent. Et donc c'était un peu le discours, enfin ça fait référence, ça fait écho au discours actuel qui est celui de l'assimilation. C'était l'assimilation de l'époque, on va dire, le fait qu'ils se convertissent ou non. Et donc Frédéric II, qui ne voulait pas faire cela, pas faire la guerre à cette communauté musulmane, a cédé au pape et a cédé à tous ces bien-pensants-là et a fait la guerre aux musulmans de la Sicile pour qu'ils se convertissent et pour les diluer totalement dans le royaume des deux Siciles qu'on appelait à l'époque. Et il part ainsi, il leur fait la guerre pendant 4 ans, c'est très violent, il en tue je ne sais pas combien, cette guerre est violente, il y a du sang partout, et il s'aperçoit qu'il ne peut pas convertir et donc assimiler cette communauté musulmane, faire en sorte qu'ils soient exactement les mêmes que les Siciliens normands qui constituent son royaume. Et là, Frédéric II a une idée, c'est qu'il les prend tous et il les réunit dans une seule et même ville. C'est-à-dire qu'il il institue la communauté musulmane. Il se trouve que ça se passe très bien à partir de là. Cette communauté musulmane va lui fournir ses meilleurs soldats, va lui être fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Donc en fait, cette communauté musulmane, qui une fois qu'elle aura eu le droit d'avoir ses propres mœurs et de se gérer en fait elle-même, sera totalement fidèle à l'État. Et donc en fait, l'idée de Pierre Manant, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on permet à la communauté musulmane de vivre, on arrête de se payer de mots et on l'assume telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il y a une communauté musulmane et on essaye de la rattacher à l'État. La différence, et c'est ça que je voulais dire à Pierre Manant, c'est qu'il y avait un projet de puissance impériale. C'est-à-dire qu'en fait, Frédéric II représentait une grande nation qui avait un projet. Le problème des petites nations, lorsqu'elles ont perdu leur projet de puissance, c'est que la guerre passe du stade extérieur, c'est-à-dire contre d'autres nations, au stade interne. Et par conséquent, je crains que quand une petite nation doit vivre avec différentes communautés en son sein, la seule modalité effectivement d'existence et de vie, et d'histoire et de praxis pour elle, c'est le conflit intracommunautaire.
Et donc, éventuellement, la guerre civile. S'assimiler aujourd'hui à la France, c'est plus s'assimiler au christianisme. Maintenant, ne dit pas ça du tout. D'autant plus que Pierre Manant, malheureusement, n'est pas sur ce plateau. Nous aurons une émission avec Pierre Manant dans les mois ou les semaines qui viennent. Je voudrais revenir, d'abord me tourner vers Michel Maffezoli pour essayer d'obtenir de lui une description aussi parlante que possible de ce qu'il appelle l'idéal communautaire. Et puis, j'aimerais que Vincent Poussedière, qui est peut-être plus pessimiste que Maffezoli, nous dise où sont aujourd'hui les principales menaces qui pèsent sur les communautés. Monsieur Maffezoli, vous venez quand même de faire un livre là-dessus, c'est-à-dire sur l'idéal communautaire. Lisez-le. C'est déjà fait. Je vais pas. C'est déjà fait, mais à l'intention de ceux qui ne l'ont pas encore lu. À l'intention, ce que je vais dire va décourager tous mes potentiels lecteurs. Pour moi, la vraie définition de ce qui est en jeu, puisque je ne crois pas aux politiques, ou plutôt à la transfiguration du politique, puisque j'ai écrit parmi mes nombreux livres un qui s'appelle La transfiguration du politique, pour moi, c'est l'anarchie. Voilà ce qui est en jeu actuellement. Et la postmodernité, c'est l'anarchie. L'anarchie dans le sens que disait Élisée Reclus, l'ordre sans l'État. C'est-à-dire un ordonnancement des choses à partir de la base, à partir de ces communautés. Voilà ce que j'appelle l'idéal communautaire. Vous êtes un vieux libertaire, de toute façon. Je suis un vieux libertaire, je reste un anarchiste de fond, oui, fondamentalement, oui. Mais dans le sens que je viens d'indiquer. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un ordonnancement des choses, un ajustement sans la verticalité qui a marqué le politique, qui a marqué la modernité, la loi du père, le phallus dressé. Ces objets contondants, disait Gilbert Durand. Moi, au contraire, je pense qu'il y a actuellement un retour à cette base, et c'est ça la vraie idée de l'anarchie, qui est une... Maintenant, quand on emploie le mot anarchie, du coup, c'est anarchique. Non, c'est pas anarchique, c'est, je dis bien, un ordonnancement des choses à partir de la base. Voilà ce qu'est l'idéal communautaire. Voilà ce qu'est pour moi la postmodernité. Voilà ce qui est en jeu, c'est-à-dire non plus quelque chose qui est vertical, quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir, mais le fait que ces petites communautés vont avoir, j'appelle cela moi la loi des frères. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a de l'autorité. Autorita, c'est ce qui fait croître. Croître, naître ensemble. C'est ça la mutation de fond, et c'est ça qui fait que notre logiciel moderne n'arrive pas à l'apprécier. C'est ça que c'est un pari. C'est pas un pari, mais c'est un constat. C'est un pari dans la mesure où... C'est pas la première fois. D'abord, il y a l'aspect conflictuel, vous ne le disiez pas, bien entendu. Bien sûr, oui. Et d'autre part, il y aura toujours l'éternelle objection de dire, vous espérez que finalement se mettra en place un ordonnancement purement horizontal, mais rien ne garantit que ça va se passer comme ça. Non, mais écoutez, regardez un peu ce qui est en train de se passer sur Internet actuellement. Vous savez, ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire démultiplication des effets, archaïque, ce qui est ces vieilles lunes, être ensemble, plus Internet, les tribus et Internet. Bon, c'est ça ma définition. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité. Le cum, le co. Co ceci, co machin, c'est l'idée du partage, c'est l'idée du cum. On vient de terminer une étude dans mon centre sur le couchsurfing. Comment ce soir je vais trouver un lit à Hambourg, à Barcelone, à München, etc. C'est l'hospitalité du Moyen-Âge, Internet aidant. Voilà ce que j'appelle moi la spirale qui est en jeu actuellement. Voilà encore une fois une conception de l'anarchie qui fait qu'il puisse y avoir un ordre qui n'est plus imposé par le père, mais qui va venir de partages qui vont se faire. Et ça, c'est très concret, cher ami. Ça existe. Sortez un peu le dimanche. Allez un peu voir ce qui se passe sur les réseaux et vous verrez que ces réseaux communautaires, il y a des... C'est pas mon genre. Moi, je fais pas des trucs comme ça. Mais enfin, il n'en reste pas moins que quand on regarde un tout petit peu, on voit qu'il y a ces nouvelles formes, encore une fois, de solidarité et de générosité. Voilà, ça, c'est concret. Et ça, l'intelligentsia sous ses diverses formes ne veut pas le voir. Les politiques sont aveugles, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ils ne comprennent pas que là, il y a actuellement un vrai grouillement culturel. Durand dirait un fourmillement. Ça fourmille de diverses manières. Pour moi, c'est ça le vitalisme, et nietzschéen, et zimmelien,
et weberien, et que pour ma part, je reprends à mon compte. Ça rejoint un autre thème dont vous parlez souvent dans vos livres, qui d'ailleurs là est en une certaine consonance avec ce que dit également Vincent Coussedière, c'est le thème de la sécession du peuple. Hein, la sécession plébis. Ben bien sûr, vous en parlez beaucoup. J'en parle souvent, oui. Et notre ami Coussedière va publier un livre qui s'appelle Le Retour du peuple. Donc entre la sécession et le retour, il y a un mouvement qui devrait je vais laisser exprimer. Mais le retour du peuple en République, mais l'éditeur ne m'a pas suivi. D'accord. Moi, je vais laisser dire. Alors, moi, je pense qu'il y a la République, c'est le peuple. Le peuple est quelque chose d'important. On a peur du mot peuple, oui. alors qu'il y a une sagesse populaire et qui s'exprime actuellement sur les réseaux. Voilà. Basta. Alors, les menaces sur la communauté, à moins que vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit. Sur la loi du père et la loi des pères. Hein. Michel Maffesoli insiste sur l'horizontalité, hein, les pères contre le père. Hein. Je pense que si on pense bien la loi du père, on la pense pas seulement comme un interdit et une répression, hein, dans le schéma freudien classique. Le père, il est à la fois là pour limiter, mais aussi pour ouvrir, pour permettre quelque chose et pour être un modèle, finalement, pour la construction d'une liberté. Hein. Vous êtes plus lacanien que Michel Maffesoli. Voilà, peut-être. Non, je ne dirais pas lacanien, on va dire. Les pères, l'horizontalité des pères, c'est aussi parfois la domination et l'absence de liberté. Hein. Je pense que... Alors voilà, mon souci, ce n'est pas les communautés, c'est leur dépassement dans la communauté nationale et le dépassement de celle-ci dans la République. Hein. Pourquoi ? Parce que il y a quand même une finalité. Par rapport à tout ça, il y a une finalité, il y a un but, il y a un télos de l'assimilation républicaine auquel je tiens, même si je pense que la condition de ce but et de ce télos, c'est une communauté aussi affective, aussi très chaleureuse. Le télos, c'est la liberté. C'est l'exercice de la liberté. Hein. C'est ça le but de l'assimilation républicaine, c'est de produire des êtres qui soient capables d'exercer leur liberté. Alors simplement, ce que je dis, c'est qu'on ne parvient pas à ça sur la base d'individus purement séparés et par un simple exercice des droits et des devoirs. Ce n'est pas le citoyennisme qui permet d'aboutir à cet exercice de la liberté. Hein. Il y a toute une couveuse, si vous voulez, hein, l'assimilation, il faut la reprendre, j'insiste vraiment sur cette question de l'assimilation. Je pense qu'il faut vraiment repenser l'assimilation, je le fais dans mon livre à partir de Gabriel Tarde, hein, parce que là, je mobilise la catégorie de l'imitation chez Tarde. L'assimilation, c'est l'assimilation imitative, et il y a une richesse de la pensée de l'imitation chez Tarde. Alors, justement, alors d'une part, oui, il faut réfléchir sur qu'est-ce qui permet au processus d'imitation de se développer vers l'exercice de la liberté. C'est ça sur quoi il faut réfléchir. Donc, par exemple, si on prend la question de l'immigration, parce que c'est quand même étonnant d'entériner comme ça, dire voilà, ça a échoué l'assimilation, il faut se demander pourquoi. Hein, pourquoi ça a échoué ? Parce qu'il y a des conditions de possibilité de l'assimilation. Et dans mon livre, j'essaye de penser, à partir de Tarde, les conditions de possibilité de l'assimilation, penser comme assimilation imitative. Il y a des conditions toutes bêtes, de nombre. Hein, Olivier Rey, hein, le magnifique livre sur la quantité, hein, il y a des conditions extrêmement simples. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, Tarde dit il y a trois choses dans l'imitation pour qu'elle fonctionne. Il faut d'une part qu'il y ait, si vous voulez, un rapport qui va, si vous voulez, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que on présente l'assimilation comme quelque chose de forcé. Pas du tout. Assimiler, c'est être actif. C'est avoir le désir d'imiter le modèle. Donc l'assimilation, premier point, va de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxième point, elle va de l'inférieur vers le supérieur. Assimiler, imiter, ça suppose qu'on reconnaît la supériorité du modèle. Troisième point, elle est unilatérale. Là, on retrouve la question de la loi, avant d'être réciproque. Hein, c'est-à-dire qu'il faut d'abord un modèle qui est unilatéral et qui va être imité. Il y a toute une réflexion à avoir sur les conditions de l'assimilation et de l'imitation. Ça, on le sait, comment l'assimilation aurait pu réussir. Mais qui ont des conséquences politiques. C'est-à-dire que si on pense ça, il y a des conséquences politiques à ça. Oui, donc on peut gloser pendant des heures sur qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans les années 70. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 70. C'est bien là tout l'enjeu. Le dernier auteur en date qui avait réhabilité Gabriel Tarde, je crois que c'est Emmanuel Todd. Oui. Moi, je l'ai cité dans tous mes livres. Oui. Donc,
C'est exact. Bon, est-ce que finalement, moi, enfin, je ne sais pas si c'est notre débat qu'il faudrait faire, mais ce mot de liberté ne veut plus rien dire. Je vous laisse la réponse. Non, mais c'est une incantation comme liberté, égalité, fraternité. Je veux dire, faire un tour. Quand on chante quelque chose, c'est quand on n'est pas convaincu. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Donc égalité, liberté et machin chose, bon, moi le nœud. Non, ce qui est en jeu actuellement, c'est qu'il y a de la dépendance. Je m'éclate dans l'autre. Je suis avec l'autre, c'est le retour du Moyen-Âge, et Saint-Bernard le montre bien. Dans le fond, ce qu'est l'idée de la communauté, c'est que je suis dépendant. C'est l'ordo amoris de Max Scheler. Et donc, dans le fond, cet ordo amoris, il y a l'ordre de l'amour qui revient, et du coup, je ne suis pas libre. La liberté, qu'est-ce que c'est que dans l'amour? Or, il se trouve qu'il y a de l'amour actuellement dans la vie sociale. Voilà ce qu'est pour moi la communauté. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne crois pas que ça veut dire que la liberté ne veut rien dire. C'est encore un vieux truc, je veux dire, pour les républicains, et les choses en ce genre. Quand vous dites cette jolie image, on s'éclate dans l'autre, ça prend une tournure, une réalité tout à fait frappante ces derniers temps, s'éclater dans l'autre. Parce que justement, c'est que toutes ces différentes communautés, on peut les envisager sur un thème romantique. Effectivement, on est simplement au retour à l'archaïque et tout, mais ce retour à l'archaïque, c'est aussi précisément le retour de la violence. Non, mais moi je le dis pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'il va y avoir de la violence à l'air. Mais est-ce que vous ne préférez pas ritualiser la violence plutôt que d'avoir une société totalement aseptisée comme c'est le cas actuellement? Tout à l'heure, je n'ai parlé ni de ce que je préférais, ni de ce que je n'aimais pas. Parce que je dis simplement que l'assimilation républicaine d'une communauté nationale, avec effectivement ces conditions pour que tout cela puisse exister, je crois qu'hélas, c'est un constat que je fais, peut-être que je me trompe, je pense que tout cela est mort. Partant de là, comment est-ce qu'effectivement ces différentes communautés vont s'organiser, vont s'agencer? Voilà, c'est donc ce sur quoi vous réfléchissez. C'est le problème, oui. Et je pense que ce ne sont que des vœux pieux que de vouloir retrouver une unité républicaine, une unité nationale, à travers des populations qui sont à ce point différentes. D'ailleurs, pour ce faire, il faudrait recréer un monde commun. Quel est le monde commun qu'un Européen, qu'un Français d'origine européenne peut avoir, raciné, traditionnel, avec un dernier immigré malien qui vient en France et qui vient de se faire naturaliser? Je n'ai plus de monde commun avec cette personne. J'ai un monde commun avec un Européen, au fin fond de l'Allemagne, et j'ai un Européen avec un monde commun avec un Américain éventuellement. Mais je n'ai pas ce monde commun avec cette personne. Et pourtant, nous appartenons à cette communauté nationale, lui et moi, avec les mêmes droits. C'est un Français comme vous et moi. Donc, nous sommes entrés dans un nouveau monde. Nous sommes entrés au XXIe siècle, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Tout le reste, reparler de l'assimilation de cette unité nationale, ce sont des vœux pieux. C'est joli, mais c'est un vœu pieux. Du fétalisme. Voilà, vous êtes dans le fétalisme, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le discours sur le multiculturalisme est un discours qui est vraiment pris dans le fétalisme. Il y a un fait et le fait devient une valeur. Voilà, c'est ça le multiculturalisme. Le fait devient une valeur. Voilà. Quel est le modèle aujourd'hui? Quel est le modèle justement auquel on pourrait rattacher et cheviller toutes ces personnes, y compris d'ailleurs des Français de souche qui n'appartiennent plus dans leur conscience et même parfois dans leur inconscient à cette communauté nationale, qui sont des êtres, des citoyens du monde. Absolument d'accord avec vous, c'est pour ça qu'il faut repenser, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mon livre, excusez-moi, je fais de la publicité, mais je repose le problème de l'assimilation, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assimilation, si on la pense de manière vraiment fondamentale, comme rapport d'imitation, comme chez Tarde, comme le fait social fondamental, il concerne aussi bien les Français au carré, comme dirait Michel Tribala, ou de souche, aussi bien que les Français issus de l'immigration d'origine étrangère. Sauf que, bon, voilà, il y a aussi des différences. Mais les mécanismes d'imitation, la langue, c'est pas dans le sang. C'est pour ça que le nationalisme identitaire est totalement insuffisant. C'est pas parce que je suis souchien, etc., que la France coule dans mes veines. Même la langue suppose des mécanismes d'imitation qui sont liés à la structure familiale. Voilà. Et qui sont liés, là, on pourrait faire un rapport entre l'imitation chez Tarde et la structure oedipienne chez Freud. Ce serait intéressant de repenser la structure oedipienne à partir de l'imitation chez Tarde. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Debord le disait d'ailleurs dans un magnifique texte, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, de 86, sur Notes sur les immigrés. Comment la France pourrait-elle assimiler les étrangers puisqu'elle ne s'assimile plus elle-même, puisque les Français n'assimilent plus eux-mêmes la France. Très intéressant texte de Debord où on voit qu'il a un rapport à la nation qui justement n'est pas du tout le rapport
que les gauchistes ou que Sartre auront à la nation. Hein. Debord est bien conscient que c'est parce que les Français n'assimilent plus la France qu'ils n'assimilent plus les étrangers, bien évidemment. Tout à fait. Alors, malheureusement, on est pris par le temps, il faut conclure. Il y a une chose que disait Julien Rochdy et qui me paraît très vraie, c'est qu'on est rentré dans un autre monde. Et c'est ce à quoi, je crois, Michel Maffezoli souscrirait aussi. Peut-être désignerait-il pas le nouveau monde dans les mêmes termes, mais on a changé de paradigme, hein, on a changé de modèle, et nous voyons bien qu'autour de nous, la grande majorité des gens continuent à raisonner avec l'ancien logiciel, l'ancien modèle, ce qui fait qu'on est vers quelque chose de nouveau qui arrive, qui n'a pas encore pris complètement forme, et en même temps, on ne sait pas, il nous manque en partie les outils pour l'analyser, d'où l'utilité de discussions difficiles, d'ailleurs, comme celle que nous avons. La leçon, en tout cas, qu'on peut tirer, au moins à titre provisoire, c'est qu'il ne faut pas discréditer les communautés au nom du communautarisme. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, on peut parfaitement critiquer le communautarisme et ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que les communautés, ça ne correspond à rien. Et puis, je dirais inversement que ce n'est pas parce que le mot liberté devient un mot attrape-tout qui perd tout contenu que la liberté ne vaut rien. Je crois qu'elle vaut au contraire beaucoup. Chers amis, merci à chacun de vous, et à notre prochaine émission, Les idées à l'endroit.